demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. La masse qui nous attend demain, cette masse demande autre chose que le bien de vote aujourd'hui. C'est le pain, c'est le progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation. Frantz Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Zaïre? Car la libération du Zaïre représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. Qu'en dépit de complots visant sa déstabilisation et sa balkanisation, la République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Vous êtes sur Télé 7, mesdames et messieurs, nous émettons depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Bienvenue à cette édition du journal. D'abord le sommaire. Les combats d'une rare intensité se poursuivent. Les forces gouvernementales aux rebelles du M23, soutenues par l'armée rwandaise, selon des témoins joints sur la ligne de front. Le gouverneur du Nord Kivu assure pour sa part que le danger s'éloigne de la capitale provinciale hermétiquement protégée par les FARDC qui ont mis en déroute les forces ennemies à Kibumba et à Kiwanja. Toujours, les forces armées de la République démocratique du Congo ont le contrôle de la situation, rassurent des sources proches de l'état-major général. La polémique enfle autour de la démission de l'actuel gouvernement après l'annonce par le chef de l'État de la formation d'un gouvernement de cohésion nationale. Les mesures conservatoires prises par Matata Pogno à date du 24 octobre font jaser. Vous aurez un commentaire de la rédaction dans ce journal. Enfin, c'est confirmé, le championnat de la Ligue nationale de football démarre ce dimanche. Seule la rencontre qui devait opposer Lupopo à Don Bosco a été repoussée au 30 octobre. Toutes les autres manches prévues auront bel et bien lieu. Le calendrier complet de la première journée, c'est à suivre à la fin de ce journal. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, merci de nous choisir et de nous faire confiance. Les combats se poursuivent ce samedi pour le deuxième jour consécutif entre les FARDC et les M23 dans l'est de la République démocratique du Congo, signale l'agence France Presse. Les affrontements ont lieu près de la frontière rwandaise. Selon des sources concordantes, ils se déroulent dans la zone de Kibumba, environ 25 km au nord de Goma, la capitale de la province du Nord Kivu, frontalière du Rwanda et de l'Ouganda, a déclaré l'AFP à un officier supérieur de l'armée sous le couvert de l'anonymat. Toute la nuit, il y a eu de détonation des armes lourdes. Un nouveau front aurait vu le jour ce samedi dans la région de Mabenga, sur le front nord de la zone sous contrôle du M23 à environ 80 km au nord de Goma, où l'armée loyaliste s'est récemment renforcée avec des troupes, des chars, des mortiers. L'armée a lancé une nouvelle offensive sur l'axe Mabenga-Kaunga samedi matin, a dit l'AFP. Bertrand Bissimois, président politique du M23. Le danger s'éloigne de la ville de Goma, rassure Julien Paluku Kaongia, gouverneur de la province du Nord Kivu. L'armée congolaise aurait repris le contrôle de plusieurs localités après y avoir délogé les troupes du M23. Un autre front est ouvert vers Kiwanja, affirme le gouverneur, avant d'indiquer que la population de Rutshuru ne veut rien d'autre que la paix. Les chefs de l'exécutif provincial joints au téléphone par Maria Mboya. Depuis le vendredi, il y a eu des combats que l'M23 a voulu
ouvrir vis-à-vis des éléments des FADC. D'ailleurs, moi-même, je viens de la ligne de nos forces armées sont à Kibumba. Je suis allé les rapporter les réconfort morales. Donc, actuellement, les dangers s'éloignent de plus en plus de la ville de Goma. La localité de Kibumba, qui est le chef-lieu du territoire de Nyiragongo, est entre les mains de nos forces armées. Et ils poursuivent l'ennemi jusque dans le retranchement de Rumangabo. C'est ce qui se passe actuellement sur le terrain. Un autre front a été ouvert du côté de Kiwanja, où les éléments du M23 voulaient progresser vers la Rwindi. Et la seule preuve que l'on doit mettre devant l'opinion internationale, c'est que Rwanda congèle sa frontière avec les éléments du M23. Et donc ce qui se passe entre eux et les éléments du M23, il n'y a que les deux parties qui les savent. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nier effectivement la traversée de ces hommes, parce que le Rwanda a choisi de se sentir à l'aise lorsqu'il cogère sa frontière avec les éléments du M23, au lieu de cogérer sa frontière avec les forces gouvernementales. Voilà pourquoi ces genres d'informations qui sont souvent rapportées par la société civile ne peuvent pas être niées, surtout que les populations qui sont témoins de ce qui se passe sur le terrain, c'est elles-mêmes qui nous rapportent ce genre d'informations. Oui, actuellement, la population ne fait autre chose que la paix. Comme a dit le chef de l'État, tous les groupes armés doivent désarmer. S'ils ne désarment pas, on doit les y amener par la force. Et c'est tout ce que la population du Nord Kivu attend, parce qu'il y a près d'1 million de personnes qui sont dans les camps de déplacés, d'autres dans des familles d'accueil. Les enfants ne vont plus à l'école depuis un certain temps. Tous sont regroupés dans des camps de fortune aux alentours de Goma. Je crois que tout ce que la population souhaite, c'est que Rutshuru soit libéré. Pris de colère, Kigali prévient que les soldats rwandais sont prêts à mener des opérations en République démocratique du Congo si de nouveaux engins explosifs tombent sur son territoire. Cette mise en garde est de son ambassadeur à l'ONU. Il a dit vendredi lors d'une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité: s'ils ne mettent pas un terme à cela, nous agirons sans attendre et cela fera mal, a déclaré Eugène Richard Gassana après les discussions du Conseil de sécurité sur la reprise de combat entre armées et rebelles du M23 en République démocratique du Congo. Pendant ce temps, le calme est revenu à Lubumbashi 24 heures après l'incident qui a créé la panique samedi dans la ville où un militaire a abattu vendredi à bout portant son supérieur hiérarchique et capitaine des FARDC. Jusque-là, le bilan définitif de cette fusillade n'est pas encore connu. La circulation a été rétablie dans la ville après la psychose. Les détails avec notre correspondant de la capitale Cuprifer, Peter Mbala, joint au téléphone par Mariam Boya. C'était une débandade au centre-ville de Lubumbashi ce vendredi 25 octobre 2013 à partir de 14h. Il s'agit d'un accident des forces armées de la République démocratique du Congo portant une arme de marque AK a résolu de tirer à bout portant au milieu de la population. C'est là au niveau du clinique Chalina où il a tiré sur son capitaine selon le témoin qui ont vécu la scène. Une autre personne est décédée sur place. Quant au blessé, une seule personne a été enregistrée en attendant le bilan du maire de la ville de Lubumbashi, Charles Sangoza. Les guerriers, quant à lui, étaient immédiatement maîtrisés par les éléments des services spéciaux, après quoi il sera déféré devant les instances judiciaires compétentes. Depuis Lubumbashi, Peter Mbala pour la télé 7. Dans la politique interne, l'annonce de la mise en place d'un gouvernement de cohésion induit en principe la démission de l'équipe Matata. Les signes précurseurs viennent de Matata lui-même. Il a instruit vice-premier ministre, ministre et vice-ministre de s'interdire de poser des actes susceptibles d'engager l'État. Depuis le 24 octobre, le gouvernement Matata fonctionne sous le régime de l'expédition des affaires courantes. Cependant, il faut éviter que l'expédition des affaires courantes se fasse en courant. Suivez ces commentaires de la rédaction avec Thierry Kassengo-Mouyumba. Sans avoir préalablement déposé sa démission, le Premier ministre Matata Ponyo a pris des mesures conservatoires dans la gestion des affaires de l'État par le ministre de son équipe.
Dans un courrier daté du 24 octobre portant la mention urgent, Augustin Matata Pognon justifie ces mesures comme conséquence des décisions prises par le chef de l'État lors de son adresse devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès le 23 octobre dernier. Une litanie d'interdictions d'engager la République et faire aux membres du gouvernement en vue de préparer dans la sérénité la prochaine remise et reprise entre les entrants et les sortants. Le Premier ministre serait-il allé vite en besogne? À cette pertinente interrogation, certains analystes sont d'avis que ces mesures conservatoires visent la protection du patrimoine et des ressources de l'État en vue d'éviter des écarts susceptibles de nuire à une transition sereine avant la mise en place effective du nouveau gouvernement promis par le chef de l'État, Joseph Kabila lui-même. Pour cette raison, le Premier ministre en appelle à travers le même courrier au patriotisme de ses collaborateurs. Je vous invite tous à faire montre de patriotisme en maintenant le même esprit de travail et finaliser les actions prévues dans vos lettres de mission respectives, écrit Matata Pognon Mapon dans un ton incertain. En clair, il est fait interdiction à tout le membre de l'actuel gouvernement d'effectuer des missions à l'extérieur du pays. Les membres de cabinet ne doivent pas non plus bouger jusqu'à nouvel ordre, sauf pour des dossiers spécifiques à examiner au cas par cas. Ils ne doivent plus conclure des nouveaux engagements financiers, marchés publics et de signer des contrats au nom de l'État. Il leur est aussi interdit de procéder au recrutement, nomination, promotion et mouvement du personnel à tous les niveaux. Le ministre démissionnaire ne doit plus autoriser la cession, le transfert et l'aliénation des actifs de l'État. Tout porte à croire que Matata 1, c'est fini. Au regard de toutes ces interdictions, le gouvernement se trouve en situation d'expédition, de fait, deux affaires courantes. En réalité, le Premier ministre n'avait pas le droit de prendre toutes ces mesures sans préalablement présenter sa démission et celle de l'ensemble de son équipe. Ce n'est pas encore tard. Matata Pognon pourrait s'exécuter lors du prochain Conseil de ministres qui sera présidé par Joseph Kabila en personne. Il reste cependant vrai que des transactions à venir prendront le temps nécessaire avant la mise en place effective du nouveau gouvernement. L'identification éventuelle de la nouvelle majorité, d'autant plus que la Constitution reste encore en vigueur, procédera à la nomination d'un formateur et futur Premier ministre, comme l'ensemble de son gouvernement. Le sort de Matata Pognon est entre les mains de Joseph Kabila. Loin de baisser le bras, Matata Pognon travaille comme dans ses habitudes. Il a présidé vendredi la réunion extraordinaire de la Troïka stratégique. Il était question pour les membres du gouvernement et le gouverneur de la Banque centrale d'examiner les contours des dépenses publiques et les recettes disponibles en vue de préserver la viabilité du budget 2014 et son adéquation avec l'amélioration de masse salariale. La rencontre a eu lieu à l'hôtel du gouvernement. Doudou Ndomé Monseka. Pendant plus d'une heure, le Premier ministre et ses collaborateurs ont scruté minutieusement les rouages des rubriques des dépenses et les recettes disponibles en vue d'assurer un bon suivi. L'objectif est de soutenir la croissance économique conformément au programme économique du gouvernement. Au cours de cette réunion, les membres de la Troïka se sont mis d'accord sur la nécessité de préserver la viabilité du budget 2014 et son adéquation avec l'amélioration des masses salariales. Loin de s'arrêter là, le chef du gouvernement a fait un tour d'inspection dans les différents chantiers d'infrastructures publiques en cours à travers la ville de Kinshasa. Les travaux avancent normalement, constate le chef du gouvernement. Cette ronde l'a conduit tour à tour de la place de la gare centrale jusqu'au pont Matete en passant par l'avenue de poids lourds. Les entreprises commises à la tâche s'exécutent sans relâche pour terminer ces différents ouvrages. Le tout dans ces condensés que nous propose Doudou Ndomé Monseka.
Première étape de cette ronde, la place du 30 juin. Le chef du gouvernement donne les instructions au vice-gouverneur de la ville pour plus de salubrité dans cet espace public. Matata Ponyo s'est rendu ensuite sur la route des poids lourds. L'entreprise japonaise Kitano exécute les travaux. Le constat est satisfaisant. Une route de 14 km avec des caniveaux bien construits. Le pont Bichaku-Chaku est presque prêt. Il ne reste plus que la pose des poutres pour joindre les deux côtés de la passerelle. Dernière étape de cette tournée, le pont Matete. Là encore, le constat est le même. Les travaux avancent vite, plus que prévu. Des mesures ont été prises pour que la pluie ne retarde pas l'exécution de l'ouvrage et les poutres seront bientôt posées. Sous la rivière Ntsanga, dans la partie est de la capitale, la première partie du pont est terminée. À l'étape du viaduc de Banana, ça promet d'ici au 30 novembre, l'espace sera remblayé et les 8 bandes reliées en attendant la finalisation des travaux. Après cette tournée, le Premier ministre a reçu dans la soirée le gouverneur de la province du Maniema, Pascal Toutou Salomou. Le développement de la province du Maniema et bien d'autres questions d'actualité étaient au menu de leur échange. L'hôte du Premier ministre a fait lui-même l'économie. Ses propos ont été recueillis par Doudou Ndombe. J'ai souhaité et j'ai été entendu par le chef du gouvernement de pouvoir être reçu pour lui dire au revoir, le remercier d'abord pour le travail abattu sous la houlette du chef de l'État, mais aussi exprimer toute ma gratitude au nom de la population du Maniema, à son sein, Monsieur le Président de la République, pour la confiance témoignée dans l'un des fils du Maniema, la personne de M. Matata Ponyo, pour avoir conduit les affaires du gouvernement pendant près de 2 ans, mais aussi pour avoir fait preuve, sous la houlette du chef de l'État, du savoir-faire dans l'exécution de sa lourde mission. Et donc, je suis venu lui dire que je rentrais au Maniema. Sport pour terminer, Division 1, première journée, le match Lupopo Don Bosco reporté au 30 octobre. La Ligue nationale de football, l'INAFoot, a maintenu pour ce dimanche 27 octobre 7 de 8 matchs de la première journée de la 19e édition du championnat national de football Division 1. Seule la confrontation entre Lupopo et Don Bosco a été renvoyée au mercredi 30 octobre au stade Kiba Samaliba. À la Ligue, on explique avoir évité de faire jouer 2 matchs dans la ville de Lubumbashi le même dimanche. Le calendrier complet prévoit dans le groupe A le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi, champion en titre, accueille tout capable Lima de Matadi dans son stade de Ekamalondo. Dans la même poule, le cercle sportif Makiso de Kisangani reçoit As Dauphin Noir de Goma à partir de 13h45 et 2 heures plus tard, l'As Nika de Kisangani sera opposé au FCMK de Kinshasa. Des sources concordantes indiquent que le rouge et or de la capitale rejoindront Kisangani le jour même du match. En groupe B, les Sporting Club Rojolu de Kinshasa et les Daring Club Motema Pembe joueront au stade Martyr de la Pentecôte. The Club est déjà à Kananga où elle affronte Union Sportive Tchinkoku. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous présenter ce journal ce week-end. Mesdames et messieurs, si vous l'avez aimé, dites merci à toute l'équipe de la rédaction. Quant à moi, je vous dis merci et vous souhaite un excellent week-end en compagnie de notre antenne. Au revoir. Les complots étaient déjà faits. Les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Et le Congo restera un et indivisible.
dépit de complots visant sa déstabilisation et sa balkanisation, la République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960.